bonjour à tous. Ça va être difficile d'animer cette table ronde avec autant de créativité que Adriane. On va essayer d'être à la hauteur. Et ça va être d'autant plus intéressant qu'on change complètement de point de vue. On change complètement d'angle. On était à l'instant avec une table ronde de gens qui se demandaient comment convaincre des gens en situation de pouvoir dans des grandes entreprises de s'adapter au changement, d'adapter leurs entreprises au changement, et qui essayaient de comprendre comment la prospective voulait jouer ce rôle. Avec cette table ronde, nous avons affaire à des gens qui veulent changer le monde. Ils ne veulent pas s'adapter au monde tel qu'il est, ils veulent changer le monde tel qu'il est, et ils se sont emparés d'un certain nombre de sujets particulièrement difficiles, avec la conviction qu'ils avaient le pouvoir de les changer. Alors, je vais également vous exprimer, lever la main. Qui est dans la salle qui sait ce qu'est le programme Territoire zéro chômeur de longue durée? Quelques-uns, mais pas tous, donc il va falloir en 2 minutes expliquer de quoi il s'agit. Qui connaît l'association La Cloche? Oui, bien aussi, mais quand même, il va falloir que vous présentiez ce qu'est votre projet. Et puis, Michal Mayeta, il est président du comité Solidarité Ukraine de la Fondation de France. Tout le monde comprend de quoi il s'agit, mais vous nous parlerez aussi de votre expérience du monde des ONG, puisqu'on va s'intéresser à 3 sujets. 3 sujets qui intéressent des gens qui sont en situation de vulnérabilité et d'exclusion, les chômeurs de longue durée, c'est TZCLD, Territoire zéro chômeur de longue durée, les gens qui vivent dans la rue, qui sont sans domicile fixe, ce sont ceux auxquels s'intéresse l'association La Cloche, et puis les gens avec qui on va coopérer dans les pays du monde, c'est le travail des ONG. Le thème de cette table ronde, c'est ce que la notion de pouvoir d'agir a changé dans le mode d'action de ces organisations. Dans le monde des entreprises, dans le monde des organisations publiques, dans le monde de la tech en particulier, ces dernières années, on s'est beaucoup intéressé à l'expérience utilisateur, à l'expérience client. On a voulu mettre l'usager au centre de l'organisation. On a voulu que les produits, les services soient adaptés à ses besoins, à ses demandes, etc. Dans le champ social, on a opéré un virage qui est d'une certaine manière analogue, c'est-à-dire qu'on a entendu mettre le bénéficiaire au centre du dispositif, donc jusque-là, on est un peu dans le même monde, avec toutefois une différence tout à fait essentielle, c'est que dans le champ social, le but du jeu, le but de l'action, c'est de donner le pouvoir d'agir à la personne qui est bénéficiaire de l'action qu'on mène. On s'adresse à des personnes qui sont en situation de vulnérabilité, en situation d'exclusion, et il ne s'agit pas seulement de les relever, comme on dit à la Croix-Rouge, de les prendre en charge, de les accompagner, de les aider. Il s'agit de trouver un dispositif qui va leur permettre d'être en situation de pouvoir sur la transformation de leurs conditions. Et la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est de savoir comment ce changement d'attitude, d'abord, dans votre expérience, est-ce qu'on y arrive et comment on y arrive? Et on va essayer de s'interroger sur la façon dont ce changement d'attitude a des conséquences sur la façon dont vous allez faire évoluer la vie de vos organisations. Victoria, je vous donne la parole en premier. Et vous avez 2 minutes pour expliquer ce qu'est Territoire zéro chômeur de longue durée. Le micro marche. Eh bien, merci déjà de l'invitation à participer à cette journée de réflexion et à cette table ronde. Et donc voilà, bonjour à toutes et tous. Le projet Territoire zéro chômeur de longue durée, c'est un projet qui est aujourd'hui dans sa 12e phase expérimentale. Une première phase expérimentale qui a commencé en 2016 et qui s'est arrêtée en 2021 et qui, grâce à une loi qui a été donc votée à l'unanimité, a été reconduite donc pour 5 ans supplémentaires. Il s'agit donc d'un projet qui cherche, ou dont l'objet principal, c'est de rendre accessibles les droits à l'emploi à toutes et tous à l'échelle territoriale. Donc cet objectif,
on voudrait l'atteindre par les biais des coopérations territoriales, par la création des comités locaux pour l'emploi qui vont réunir à la fois les acteurs qui s'intéressent à l'emploi, les structures de l'État qui travaillent aussi sur les questions de l'emploi, Pôle emploi, Cap emploi, etc. Et principalement donc les personnes auxquelles on s'adresse, à savoir les personnes privées durablement d'emploi, parce qu'on considère que les chômages n'est pas un choix, donc c'est une privation, et à partir de là, c'est tout de même une notion qu'on a réussi donc à faire entrer dans la loi qui encadre le projet. Donc c'est quand même un élément assez important et qui rend aussi visible l'impossibilité de identifier, ou plutôt de pouvoir répondre au mieux aux besoins d'une personne qui est au chômage de longue durée, quand on dit qu'elle est catégorie A, mais pas tout à fait A, mais ça peut être A, B ou B, C, mais en fait, ces parcours est un peu atypique. Alors du coup, où est-ce que je le mets? Donc, certes, il y avait un besoin des catégories, etc., pour pouvoir répondre des façons globales aux besoins existants au niveau du chômage. Néanmoins, on a vu que, en ce qui concerne le chômage de longue durée et notamment les personnes qui sont au chômage en moyenne, qui sont celles qui font partie du projet entre 5-6 ans, eh bien là, il fallait tout de même proposer d'autres outils pour répondre de façon plus pertinente, voilà, à ces besoins. Donc ce qu'on fait, c'est de donner la possibilité à tous les territoires qui souhaitent expérimenter, sur la base du volontariat, tant pour les territoires que pour les personnes, d'expérimenter cette nouvelle forme, d'écrire un espace des discussions partenariales sur comment est-ce qu'on imagine une réponse transversale à la question de l'emploi avec tous les outils existants, les entreprises d'économie classique, les entreprises de l'ESS, l'IAE de façon globale et ce nouvel outil qu'on propose au sein du projet qui est l'entreprise à but d'emploi. Donc comment on imagine dans ces comités locaux pour l'emploi et avec les personnes les solutions les plus à même à pouvoir leur permettre de revenir en emploi. Il faut nous dire en quelques mots le principe de l'entreprise à but d'emploi. Parce que l'objet non identifié, c'est l'entreprise à but d'emploi. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire de créer une entreprise à but d'emploi? Alors l'entreprise à but d'emploi, c'est une entreprise de l'ESS. C'est une entreprise qui obéit au principe du Code du travail, comme n'importe quelle entreprise en France, mais dont son objet principal, c'est la création d'emplois. Donc, à partir de là, elle travaille en partenariat très étroit avec ces comités locaux pour l'emploi que je viens de vous décrire, et c'est le comité local qui dessine les personnes que cette entreprise devra embaucher. L'entreprise prend les personnes qui sont envoyées par le comité local pour l'emploi sans sélection, avec l'objet de mettre en place les activités qui répondent à des besoins utiles au territoire et qui sont non concurrentielles des activités existantes, et aussi qui doivent être adaptés aux compétences de personnes. Donc là, on est dans une entreprise qui fait partie d'un projet qui est basé sur la question de l'inversion de la logique de l'emploi. Donc on va aller voir d'abord quelles sont les compétences de ces personnes, quels sont leurs souhaits, comment on va pouvoir, avec eux, identifier les besoins du territoire, et ensuite on fait un match pour identifier quelles sont les futures activités qu'on va pouvoir développer avec eux, toujours, avant de rentrer dans cet espace qui est donc l'entreprise à but d'emploi. Donc on inverse le processus classique de la lutte contre le chômage, qui consistait à adapter les travailleurs sans emploi aux besoins du marché du travail. On part de leurs aptitudes, de ce qu'ils sont capables de faire. On va chercher des activités correspondant à ça. Ça, c'était le postulat de base. Comment ça s'est passé par rapport à cette notion? Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées et comment est-ce que le projet, au cours de ces premières années d'expérimentation, quelles sont les transformations essentielles qu'il a connues? Alors ça, c'est une vaste question. J'essaye pas de l'évader, hein, mais j'essaye juste d'imaginer comment on peut répondre à cela, puisque
la première chose qu'on a constatée, parce qu'on est un projet expérimental, donc nous, on apprend chemin faisant. On a déjà une première phase qui s'est développée sur 5 ans, sur 10 territoires, qui nous ont permis déjà d'identifier les éléments qu'il fallait faire évoluer pour la 12e étape. Néanmoins, on a constaté que la première difficulté, c'était justement de rendre compte de tout ce qui se passait sur ces 10 territoires, puisqu'on a compris qu'on avait autant d'expérimentation que des territoires expérimentateurs. Ça veut dire que quand on met en place un projet qui tient compte ou qui part de la logique bottom-up, comme on appelle, et qui est centré sur les besoins très particuliers des territoires, sur des partenariats locaux. Donc, les mêmes partenaires que moi, j'ai à Nantes, dans la petite commune où j'expérimente, ça se trouve, ne sont pas les mêmes que vous avez sur les quartiers de Paris 13 qui expérimentent également depuis la première étape. Donc, vous voyez, ça, c'est la première chose qu'on a constatée. La deuxième chose qu'on a constatée aussi, c'est que, en fait, on n'avait pas vraiment l'habitude de se parler. La première réunion du comité local pour l'emploi d'un des territoires où j'étais présente, c'était différents acteurs de l'emploi d'une métropole avec les chargés des entreprises, les missions locales, etc., qui se disaient « Ah bah c'est toi !» Ah bah ouais, en fait, ça fait 1 an qu'on travaille sur ce projet et c'est vrai qu'on n'avait pas eu l'occasion de se retrouver personnellement, que la possibilité de se retrouver fait émerger les possibilités aussi d'aborder la question de l'emploi de manière transversale. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Quels sont les dispositifs que nous avons? Qu'est-ce qui va pas sur ces dispositifs? Qu'est-ce qu'on peut proposer de mieux? Donc, ça, c'est un des points les plus importants qu'on a vu émerger donc, pendant ces 5 premières années. C'est, la pertinence de cette échelle territoriale, la pertinence également de faire converger tous les acteurs et de le faire discuter autour de la table sur la question de comment, c'est pas comment j'intègre en plus un programme ou un projet de plus. Non, c'est voilà ce que j'ai, comment est-ce qu'on met tout ça à plat et quelles sont les possibilités que je veux pouvoir donner à tous ces acteurs et toutes les personnes qui cherchent un emploi pour développer ce qu'on a et rajouter d'autres éléments s'il y en a besoin. Donc c'est aussi une façon de faire évoluer la logique d'appropriation de la question de l'emploi au niveau territorial. Troisième chose, on s'était rendu compte que plus on allait dans les besoins du territoire, plus on rentrait dans le champ de la cohésion sociale, de la transition écologique, etc. Et qui étaient donc des besoins non pourvus sur les territoires, puisque des activités peut-être pas ou difficiles plutôt à atteindre un modèle économique stable, à faire évoluer, et donc qui n'avaient pas la possibilité économique et des moyens de pouvoir expérimenter. Et donc, le fait d'intégrer les territoires chômeurs de longue durée a permis aussi d'imaginer comment on pouvait continuer à intégrer la question de l'emploi et la transition écologique et d'expérimenter ensemble sur une solution qui vient aussi des personnes. Donc là, on répond à la fois à 3 enjeux très importants. C'est lui du chômage de longue durée, la question de la création d'emplois et le besoin en matière de transition écologique sur les territoires. Merci. Mathilde, expliquez-nous d'abord en 2 minutes ce qu'est l'association La Cloche et quel est son projet associatif. Merci déjà pour l'invitation, Yannick. Alors, La Cloche, c'est une asso qui est assez récente. Elle est née en 2014 avec pour but de créer du lien social entre les habitants et habitantes avec et sans domicile et de rendre du coup les villes plus inclusives et ça passe notamment par le changement de regard sur le monde de la rue parce qu'on s'est rendu compte que c'était un frein et donc l'idée c'est de pouvoir engager toutes celles et ceux, que ce soit des citoyens, citoyennes, des entreprises, des commerçants et des commerçantes, des initiatives urbaines, des lieux culturels. Et du coup, nous, on les accompagne et on les forme pour qu'ils puissent agir dans la lutte contre la grande exclusion. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir un peu des programmes spécifiques d'accompagnement de chaque acteur.
Et notamment dans ces personnes-là, on compte aussi les personnes sans domicile parce que dans le cœur des activités de la cloche, l'idée c'est de favoriser la parole, l'expression et le pouvoir d'agir des personnes qui sont concernées parce qu'on estime que en fait, c'est elles qui sont le mieux placées pour parler de grande exclusion, des questions de précarité et aussi de nous guider notre travail et nos actions. Donc voilà, plus concrètement, ça s'exprime par la constitution, par exemple, d'un réseau de commerçants solidaires, d'un réseau d'initiatives urbaines qui accueille les personnes sans domicile sur dans leur commerce, sur leur temps dédié. Et nous, on organise aussi des activités de loisirs, des événements pour faire en sorte que les citoyens et citoyennes avec et sans domicile se rencontrent dans des temps qui sont un peu différent de ceux dont on a l'habitude dans l'action sociale et qui soit vraiment du quotidien. L'idée, c'est que chacun et chacune puisse se sentir vraiment sur la même échelle et créer des relations horizontales. J'ai eu la chance de participer à l'élaboration d'un livret qui va bientôt être publié, intitulé Inclusion et faire ensemble, qui regroupe les expériences, les retours d'expérience sur les pratiques, les comportements, les attitudes qu'on a avec les personnes qui vivent à la rue pour obtenir un résultat d'inclusion. Est-ce que vous pouvez nous partager 2 ou 3 idées clés de ce livret, de ces expériences? Qu'est-ce qui vous a frappé dans ce travail qu'on a fait avec les personnes vivant à la rue pour essayer de présenter au reste du monde comment on travaille, comment on agit avec eux? Oui, tout à fait. En fait, l'idée, c'était déjà de récolter les besoins pour chaque acteur qui veut agir et voir, proposer en même temps des conseils généraux sur l'inclusion, comment se rendre inclusif, et en même temps de pouvoir après spécifier nous et accompagner plus en détail. L'idée déjà, c'était de rassembler plusieurs acteurs qui travaillent dans cette idée d'inclusion et de faire ensemble. Et on a constaté que déjà la première chose, c'était, la première étape, c'était de toujours demander et de consulter les personnes concernées, de leur demander quels sont leurs besoins et de voir comment on y répond. Moi, ce qui me frappe, qui m'a frappé aussi dans ce travail de faire ensemble, c'est qu'en fait, petit à petit, je me rends compte que notre travail, c'est d'une part de rendre la ville inclusive, de faire en sorte que la vie de quartier soit inclusive, de créer des espaces où les personnes vont se sentir bien et donc de changer le regard des citoyens, mais aussi ça passe beaucoup par le changement de regard des personnes en situation de vulnérabilité sur elles-mêmes. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui se rajoute au fur et à mesure dans notre travail parce que dire à une personne qu'elle a un pouvoir d'agir, qu'elle peut participer à la constitution d'un livret, c'est des choses qui ne sont pas anodines et que les personnes n'ont pas l'habitude de mettre en œuvre. Elles ont peu l'habitude d'être consultées, d'être écoutées. Et donc, parfois, c'est un vrai travail d'engagement de leur part. Et donc, nous, on a besoin aussi on s'outille un peu au quotidien. On se forme sur cet accompagnement, comment présenter les choses, comment donner les outils pour que ce soit un vocabulaire aussi, une manière de travail qui soit accessible à toutes et tous. Et du coup, il y a aussi... j'ai perdu le fil de ma pensée. Michel Mayetta, cette notion de donner le pouvoir d'agir à ceux qu'on aide, elle est aussi très présente dans l'action des ONG internationales. Mais quand on a parlé de ce sujet, vous m'avez dit que c'est une notion qui se heurtait à beaucoup de résistance dans la façon de travailler de ces ONG. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Absolument. En tout cas, merci de nous donner la voix. Alors, je dirige en fait un collectif que depuis 2012 travaille sur la question des personnes concernées. Il est clair qu'il faut aussi changer le vocabulaire, plus parler de bénéficiaires, parler de personnes concernées. Et non, dans les ONG internationales, en fait, si ça peut sembler intuitif, et les initiatives comme la cloche, ce sont des superbes initiatives dont on doit prendre exemple. Au niveau des ONG internationales, vu la nature des interventions, en fait, la place des personnes concernées n'est pas si évidente. Pas du tout.
il est clair que les personnes concernées, en fait, même quand il y a une crise qui arrive, dans les premières 72 heures, c'est surtout les personnes concernées qui sauvent la vie. Les communautés, les groupes qui sont autour de ces personnes. Et c'est seulement dans un deuxième temps qu'en fait, les ONG internationales, quand ils arrivent, surtout dans les pays en voie de développement, quand il n'y a pas des infrastructures résilientes, sont surtout les personnes concernées en fait, qui sauvent la vie. Et ce rôle, bon, on le comprend quand il faut sauver des vies. À quelque part, on le valorise aussi dans les premières 72 heures, mais on le perd quand il est question de construire des réponses sous le long terme. Et donc, quand on commence à parler de programmes de développement ou de programmes de construction de résilience, souvent dans le mécanisme des ONG internationales, la place des personnes concernées est absente. Au minimum, on peut le trouver dans l'écoute. On va certainement les rencontrer quand on va faire des projets, mais elle est complètement absente dans la gouvernance de ces projets. Elle est absente dans la gouvernance des ONG internationales elles-mêmes. Demandez-vous combien de personnes concernées sont une partie prenante des conseils d'administration des ONG internationales. Pourquoi ils ne sont pas là? Pourtant, c'est des personnes en fait, qui savent vraiment, véritablement de quoi il s'agit. Donc, ce n'est pas une question de capacité, finalement, parce que la capacité, ces personnes concernées, ils l'ont. C'est une question de volonté politique et donc de pouvoir de les faire entrer ou pas à l'intérieur des gouvernances et même des designs stratégiques, à la fois des stratégies des organisations, aussi des designs des projets. En 2019, on a publié un rapport qui s'appelle Voices to Choices. C'était un rapport au niveau en anglais qu'on a publié et qui a eu un large écho, dans lequel on disait stop aux ONG internationales, arrêtez simplement de donner la voix aux personnes concernées. Ce n'est pas une question de montrer une photo ou de montrer un témoignage ou un entretien. Il faut leur donner le pouvoir. Et le pouvoir, c'est l'argent. Combien d'argent, vous savez, est destiné directement à des organisations locales ou à des groupements ou des structures associatives quand il est question d'urgence, en général? Est-ce que vous avez une idée de combien d'argent, de ce que vous donnez à des ONG internationales, ou éventuellement à travers le système des Nations Unies, les États donnent aux agences, va directement à des structures locales? Ça varie entre 3,3 et 1,2%. C'est incroyable. Et tout le reste, alors, il va où? Et pourquoi on ne donne pas ce pouvoir de manière beaucoup plus importante aux structures locales? Alors, il se trouve qu'effectivement, je préside le comité Solidarité Ukraine, mais parce que la Fondation de France a une philosophie très particulière, c'est celle de mettre les acteurs locaux au centre de la réponse. Donc, on finance, à part l'Ukraine, il y a plein d'initiatives, mais c'est les acteurs locaux qui sont au centre de la réponse. Et ils ont aussi un centre très particulier dans la gouvernance de cette réponse et dans le design de la stratégie. Et la crise ukrainienne, elle est très, très particulière parce que grâce à la digitalisation, à la numérisation dans ce pays, en fait, on a affaire à un environnement dans lequel non seulement il y avait une capacité de réponse locale très forte, parce qu'on parle quand même d'un pays qui était presque dans l'Union européenne, en tout cas avec des infrastructures fortes, puissantes depuis l'époque soviétique, et puis qui étaient en plein développement. Mais sachez que, par exemple, leur papier d'identité est digitalisé. Donc là, ils ont même une culture digitale qui est meilleure que la nôtre. Et quand ils ont été agressés, parce que c'est une dynamique d'agresseur-agressé, ben oui, effectivement, ils ont réagi. Et ce n'étaient pas les ONG internationales qui ont sauvé les Ukrainiens, les femmes et les enfants qui, effectivement, partaient à l'étranger. Ce n'était pas non plus des acteurs institutionnels présents sur le terrain, parce qu'ils étaient complètement pris sous l'inattendu, par surprise. C'était les groupes, les personnes, les communautés, en fait. À travers des petits réseaux, des networks, ils se sont entraidés. Et c'est là où, par exemple, la Fondation de France aujourd'hui est présente, c'est on continue à les aider. Parce qu'en fait, ces groupes-là, c'est le futur de l'Ukraine. Ces personnes concernées, c'est eux qui vont reconstruire leur pays. Et non seulement il faut les aider dès le départ, mais il faut les intégrer dans le système des aides. Et c'est quelque chose qu'on ne fait pas assez, même sous la réponse ukrainienne aujourd'hui. Donc non, on est loin, loin du compte.
Alors, je voudrais qu'on creuse un peu plus cette notion de pouvoir d'agir. Les personnes privées durablement d'emploi, le pouvoir d'agir, pour elles, c'est quoi? C'est de s'installer dans le confort de l'entreprise à but d'emploi, ou est-ce que c'est de redevenir un agent du marché du travail? Lorsqu'il y a eu un rapport d'inspection générale qui a évalué territoire zéro chômeur de longue durée, sa principale critique a été de dire ça consomme pas mal d'argent public, donc puisqu'on a converti les aides au chômage de longue durée en argent pour investir dans les entreprises à but d'emploi et payer les salaires de ces entreprises à but d'emploi, mais disent-ils, ces chômeurs de longue durée reviennent... Au moment où ils ont fait l'évaluation, ils trouvaient qu'il n'y en avait pas assez qui étaient revenus sur le marché du travail. Du côté des gens qui vivent dans la rue, organisés avec les commerçants, les bistrots, la population, un quartier inclusif pour les gens qui vivent dans la rue, c'est procurer du confort au fait qu'on vit dans la rue, ou c'est faire quelque chose pour que ces gens aient un logement et sortent de la rue. Donc je voudrais que vous rentriez un peu concrètement dans cette idée de le pouvoir d'agir, c'est améliorer la situation des gens qui sont exclus et vulnérables, ou c'est les sortir de cette situation, et quelle est la dynamique qu'on met en route? Bon, je ne rentrerai pas dans les détails de l'évaluation réalisée donc, par l'inspection, puisque on s'était bien rendu compte en fait que les problèmes, ce n'était pas les publics auxquels on s'adressait, c'était plutôt une question de calcul sur la méthodologie employée, puisque ils ont décidé que les personnes qui n'apparaissaient pas en fait sur dans les différentes listings des organismes de l'État, c'est qu'elles étaient un emploi. Donc forcément, quand on fait les calculs, ça coûte plus cher. Or, il se trouve que c'était plutôt des personnes qui ne faisaient pas recours en fait aux aides, ou au contraire, que ça faisait tellement de temps qui étaient au chômage, qui n'avaient plus le droit à rien. Donc, effectivement, ça coûte plus cher. Vu comme ça, oui, ça va coûter plus cher, en effet. Mais est-ce qu'à long terme, ça coûte cher ou ça coûte pas cher? Et je pense que la question, elle n'est plus du tout là-dedans. La question, c'est de se dire, est-ce que les dégâts sociaux créés par le chômage est suffisamment illustré par différents types de recherches, différentes écoles et différentes approches, coûte pas cher à tout le monde? Et c'est quoi aussi donner un prix à la vie des gens qui sont au chômage, complètement exclus pendant X temps. Donc je pense que ça, c'est une discussion qui ne devrait même pas être posée. L'autre question, c'est comment est-ce qu'on crée le pouvoir d'agir? Est-ce qu'on inclut les personnes? Moi, je me pose la question sur ce mot d'inclusion. Inclure quelqu'un dans quelque chose suppose que vous avez déjà créé une espèce de socle. Et du coup, que la personne, d'une certaine manière, doit essayer de s'adapter à ce qui est proposé. Ce qui propose le projet, c'est plutôt de construire avec les personnes le socle pour que tout le monde soit en mesure de pouvoir s'y reconnaître. Donc, ces pouvoirs d'agir viennent par le fait que aujourd'hui, quand on voit parmi les 47 territoires près de 50 territoires presque désormais habilités, les comités locaux pour l'emploi, vous avez une personne qui a été au chômage qui n'était pas reconnue par ses pairs, par ses proches, par les institutions, la collectivité, le maire, qui ne connaissait même pas qui était le maire ou la maire de sa commune. Aujourd'hui, grâce à ces espaces qui ont été construits de façon collective, il siège au même comité local de l'emploi et il a la même voix que le maire, le directeur d'entreprise, la personne de Pôle emploi. On est en train de co-construire et dans la co-construction, il ne peut pas y avoir une logique de « Ah oui, mais en fait, c'est plutôt la décision qui a été prise à plus haut niveau qui va prévaloir par-dessus les discussions faites. » Non, là, il faut vraiment prendre le temps. Ça, c'est une des plus grosses difficultés du projet, on ne va pas le cacher. Arriver à un consensus territorial où on fait en sorte que tout le monde ait la possibilité de participer dans cette co-construction est un challenge de tous les jours et de façon constante. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, ces personnes
participent à l'identification des besoins de leur territoire. Donc, pour plusieurs, ils vont rencontrer leurs voisins pour la première fois. Il faut aller toquer la porte pour dire, bah voilà, on est en train de faire une enquête sur les besoins du quartier ou du territoire. Ça serait quoi le besoin? Donc, il y a tout un tas de liens qui ont commencé à se créer et elles-mêmes sont devenues un point de référence. Ah bah si tu veux parler de tes aides, va chercher madame ou monsieur qui sont les référents, le responsable. Ils commencent à être dessinés déjà autrement. Donc je rejoins ce que tu disais tout à l'heure sur la question du regard. Ça change, donc le regard porté change et le regard sur soi, évidemment, évolue et permet aux gens de se retrouver dans une situation de dialogue et d'ouvrir la possibilité de travailler. Troisième élément, c'est que une fois ils s'identifient ces besoins, ils participent avec l'équipe projet. Ils font partie de l'équipe projet pour certains. Ils participent aux commissions, aux différentes commissions du projet, et ils participent donc à la préfiguration des activités qui vont devenir les activités de l'entreprise à but d'emploi. Une fois l'entreprise créée, ces personnes privées durablement d'emploi qui sont devenues des salariés, donc, participe aussi à la façon dans laquelle on va organiser les modes de travail à l'intérieur de l'entreprise. Parce qu'on ne peut pas, du jour au lendemain, dire aux personnes avec qui on a co-construit un projet pendant 2-3 ans, bon, bah, vous êtes dans une entreprise et bon, bah, ça fonctionne autrement. Donc, voilà. Donc, non, effectivement, le passage peut être un peu compliqué, puisque malgré tout, les entreprises ont un fonctionnement qui leur est propre. Et donc, du coup, comment est-ce qu'on imagine ce travail de gouvernance avec des encadrements intermédiaires ou de référents ou de directeurs, enfin, en fonction des entreprises, c'est appelé de façon différente, puisque tout est vu avec les salariés. Comment est-ce qu'on organise le temps de travail, puisque les temps de travail dans les entreprises à but d'emploi, c'est un temps adapté à la personne. Est-ce que la personne a des situations familiales particulières? Est-ce qu'il y a des situations de handicap physiques, psychiques? Et comment on fait en sorte que ce travail soit toujours adapté à la personne et à ses souhaits? Donc voilà, ce pouvoir d'agir s'est construit au fur et à mesure que la confiance s'installe, que le regard change et que la place de la personne est restituée. Donc voilà comment ça... Mathilde, pour les personnes qui vivent dans la rue, ça se traduit comment l'exercice du pouvoir d'agir? Merci. Alors pour les personnes qui fréquentent les activités de la cloche, ça se traduit de plusieurs manières et à plusieurs degrés. C'est un peu un parcours qu'on trace et qui se fait un peu pas à pas en fonction des envies et des capacités de chaque personne. Donc déjà, d'une manière générale, toutes les personnes qui participent à nos actions, qui viennent et qu'on rencontre, de fait, on essaie, comme on disait tout à l'heure, de créer un rapport de faire ensemble et d'horizontalité qui fait que, comme disait Michel, on ne parle jamais de bénéficiaire. Chaque personne qui vient, elle va devoir participer un tout petit peu au bon déroulé de l'événement, ranger, des toutes petites choses, mais qui déjà, on le voit, sont parfois compliqués à intégrer pour les personnes qui ont l'habitude aussi d'une société, même d'une action sociale qui est vachement encore dans cette dimension aidant-aider. Donc ça, c'est un peu le premier pas. Et après, il y a certaines personnes qui ont envie de s'engager avec la cloche et du coup, on leur propose de devenir bénévoles et d'intégrer nos équipes de bénévoles au même titre que n'importe qui, que vous et moi qui faisons du bénévolat. Donc là, pour les équipes de la cloche et pour les autres bénévoles, ça demande aussi un accompagnement un peu rapprocher parce qu'il va y avoir des problématiques sur lesquelles nous on n'est pas forcément formés, donc on va essayer de faire en sorte d'adapter les activités que les personnes peuvent faire, mais donc elles participent en fait de cette manière à la vie très concrète sur le terrain des actions. Et pour les personnes qui veulent aller encore plus loin et qui ont le courage de le faire, certaines vont aussi nous aider à construire tous nos modules de formation et d'accompagnement, que ce soit pour les entreprises, le grand public, les autres associations, ou typiquement le livret qu'on a mis en place là cette année en fait partie. Et donc ça demande un investissement de la part des personnes.
Et donc, nous aussi, de nous outiller pour faire en sorte qu'elles puissent participer au mieux à ce genre de groupes de travail qui ne sont pas forcément évidents pour les personnes. Et il va y avoir après la dimension, une fois que les personnes ont participé, nous ont donné, entre guillemets, leur expérience, leur témoignage de vie à la rue, ou en tout cas de mal logement ou de grande précarité. Nous, on va essayer aussi de les accompagner au fait d'animer ces formations, de nous aider à les co-animer, d'être là pour témoigner devant... parfois c'est des médias, mais parfois c'est pendant des temps de formation aux entreprises ou au grand public. Donc là, l'idée, c'est aussi de les accompagner, de les former à la prise de parole en public. Et pour ça, on voit très concrètement l'évolution des personnes, et c'est aussi des capacités qu'elles vont être des compétences qu'elles vont être capables de valoriser pour d'autres, dans d'autres termes de leur vie, notamment, je pense à l'insertion professionnelle. Ça va être des compétences que nous, on peut valoriser. Et ça peut aller un peu plus loin aussi. Du coup, une fois que les bénévoles sont vraiment impliqués dans la structure, on leur propose de faire partie de notre gouvernance, donc soit à l'échelle très locale, mais aussi à l'échelle nationale. Donc il y a une moitié il y a un collège de représentants des bénévoles au conseil d'administration de l'association, dont font partie des personnes qui sont concernées par la grande précarité. Et pour ça, c'est hyper important pour nous d'avoir leur soutien. C'est un peu des garde-fous qui vont nous garantir que toutes nos actions viennent vraiment des besoins du terrain et répondent à leur volonté d'inclusion. Il faut aussi faire attention à ne pas aller trop vite, parce que développer le pouvoir d'agir, ça peut paraître une évidence pour nous, mais comme on le disait tout à l'heure, pour les personnes concernées, ça l'est pas forcément. Et donc, il faut aussi garder leur rythme. Et voilà, et certains bénévoles se sont même impliqués dans la construction de notre plan stratégique sur les 3 prochaines années. Donc, ça peut prendre vraiment différentes formes en fonction des volontés de chaque personne. Vous avez tous les trois, me semble-t-il, insisté sur le fait que, quelle que soit la situation des personnes concernées, des personnes que vous accompagnez, que vous aidez, auprès desquelles vous vous êtes engagé, c'est bien dans le cadre de communautés d'action que leur pouvoir d'agir se révèle. C'est jamais quelque chose qu'on acquiert seul. C'est pas comme dans une formation professionnelle où on acquiert une compétence pour aller ensuite s'embaucher dans une entreprise. C'est quelque chose qui se fabrique à plusieurs. L'exemple de l'Ukraine est évidemment extrêmement parlant. Qu'est-ce que ça change pour l'avenir? Faisons un peu de prospective maintenant, dans les 20 minutes qui nous restent. Faisons un peu de prospective. Qu'est-ce que ces expériences ont comme conséquence pour la conception de l'avenir des domaines dans lesquels vous agissez, le sans-abrisme, le chômage de longue durée, la coopération internationale? Est-ce que quelque chose a changé? Je vais commencer par vous, Michel. Est-ce que quelque chose a changé? Et quels sont les axes sur lesquels on peut imaginer l'évolution de ces organisations? Alors, c'est là où la prospective, je pense que c'est une voie de sortie assez extraordinaire pour la transformation dans le secteur, sur la bonne voie, pour devenir tous des petites cloches, j'espère, un jour, au niveau international. La prospective offre en fait un espace de pouvoir incroyable au collectif. Et donc, rendre la prospective aussi accessible aux personnes concernées, c'est un enjeu, par exemple, fondamental pour nous au Yaran. Et aujourd'hui, on commence... Et il y a quelques ONG, et on est vraiment très fiers de les accompagner, à ouvrir leur espace stratégique aux personnes concernées. Et quand on décide de l'ouvrir, cet espace stratégique, peut-être on n'est pas encore de l'ouvrir à la gouvernance, comme l'a fait la cloche, mais j'espère que ça viendra après de manière assez intuitive. Mais déjà, ouvrir l'espace stratégique est le premier pas. Et ouvrir l'espace stratégique, c'est ouvrir des espaces dans lesquels les personnes concernées réfléchissent à leur futur. Et on les aide, en fait, à construire leur futur, un futur qui leur est propre, qui leur appartient. Et à ce moment-là, l'ONG devient un enabler. Il devient l'acteur qui va permettre à ces personnes concernées de construire un futur qui leur appartient. Et c'est ça le rôle des ONG, selon moi, au XXIe siècle. Ce n'est plus le rôle que les ONG ont eu après la Deuxième Guerre mondiale, véhiculant aussi certains concepts néocoloniaux. On va vous aider, on sait qu'est-ce qu'il faut faire, quelque part, implicitement, taisez-vous, on sait qu'est-ce qu'il faut faire, on y va. Non, on est dans un monde globalisé, c'est la personne concernée qui est au centre du système, et les ONG doivent devenir leurs servants.
Ils doivent se mettre au service de ces personnes concernées pour faire en sorte que ces personnes concernées puissent construire un futur qui soit soutenable. C'est un peu ça qui offre la perspective, et je pense que c'est vraiment une chance inouïe de pouvoir l'intégrer dans le secteur. D'ailleurs, dans le troisième secteur, comme on dit en Italie, mais dans le secteur des ONG, la prospective, elle n'est pas si diffusée que ça. Elle n'est pas du tout utilisée de manière... C'est la Croix-Rouge française, en l'utilisant comme effectivement un premier pas effectivement de réflexion stratégique, elle est plus l'exception que la règle, par exemple, parmi les ONG françaises. C'est pour ça que j'espère que d'autres ONG emboîteront le pas en France. En tout cas, à l'international, ils sont en train de le faire. Victoria, vous avez rappelé, c'est très important, que le territoire zéro chômeur, c'est une démarche expérimentale. Première expérience sur une dizaine de territoires, deuxième loi pour élargir à 50 territoires. Qu'y a-t-il au bout de l'expérience ? Si on expérimente, c'est qu'on veut démontrer quelque chose. Ce qu'on est en train de démontrer, vous l'avez dit, c'est que partager le pouvoir d'agir entre les personnes privées durablement d'emploi, les entreprises, l'environnement institutionnel, les acteurs du territoire, ça commence à donner des résultats. Si on se projette dans l'avenir, comment est-ce que dans votre esprit à vous, dans votre imagination, à la fin de l'expérimentation, qu'est-ce qu'on aura transformé et à quoi est-ce qu'on veut aboutir ? Bien. Alors, normalement, déjà, on était dans une logique des prospections et d'avancer vers les futurs. Quand on a imaginé qu'on pouvait passer des 10 territoires à plus des 60 et autant possible qui seraient prêts à rejoindre la démarche pendant les 3 années qui durent la démarche d'habilitation. Là, déjà, on s'était dit... ok, c'est pas vers l'avant, est une marche intermédiaire nécessaire pour faire en sorte que demain, il soit possible d'avoir un droit à l'emploi pour toutes et tous, qui soit réel et qui soit géré de façon territoriale. Qu'est-ce qu'on a prouvé, qu'est-ce qu'on aimerait qu'il soit encore dans le futur, qu'on reconnaisse en fait que la logique des dispositifs qui vient d'en haut, des solutions qui sont superbes, je ne dis pas le contraire, et qui peuvent répondre effectivement à des besoins quelque part. Ça aussi, ça c'est super. Mais qui ne peuvent pas être systématiquement des copies et de ces émages. Enfin, on ne peut pas rentrer dans une logique des émages par les émages, parce qu'il faut en avoir. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a les conditions? Est-ce que les territoires peuvent se préparer? Est-ce que les personnes sur ces territoires veulent être volontaires? Quelles sont ces caractéristiques particulières qui peuvent faire en sorte que la dynamique partenariale, qui pour nous est la clé aussi pour développer ce projet, on ne peut pas créer un projet territoire zéro chômeur de longue durée si vous n'avez pas les personnes concernées, si vous n'avez pas le portage politique, si vous n'avez pas autour de votre table les entreprises de votre territoire, les associations qui travaillent auprès de personnes en situation de précarité. En fait, le chômage de longue durée nous concerne toutes et tous dans notre territoire, dans notre entourage. Et donc, toutes et tous, nous devons aussi faire en sorte que ce soit des décisions collectives prises à la bonne échelle et avec tous les acteurs qui doivent être concernés et donc qui vont pouvoir aussi prendre les décisions. On imagine que cet outil qu'on propose, qui vient rejoindre les outils existants du droit à l'emploi comme l'insertion par l'activité économique et tant d'autres, c'est un outil aussi qui va venir peut-être apporter d'autres solutions en matière d'expérimentation ou en matière de questions des transitions écologiques, des cohésions sociales, de passerelles entre les acteurs publics et la société. C'est ce qu'on voit aussi sur certains quartiers. L'entreprise à but d'emploi est devenue l'intermédiaire et aussi un interlocuteur privilégié des habitants et qui permet aussi à la collectivité désormais d'avoir une porte d'entrée et d'avoir un dialogue et de rétablir le lien. Donc ça, c'est quelque chose qui pour nous, au futur, ne peut être que reconduit et alimenté. Mathilde, un des participants la demande comment
engager les personnes concernées sur le temps long, tout en visant leur sortie du dispositif. C'est un petit peu la question que je posais tout à l'heure. Il ne s'agit pas de s'installer dans la durée, dans la vie, dans la rue. Quelle est la dynamique concrète pour qu'à la fois ils fassent vivre le dispositif, mais aussi qu'ils retrouvent un domicile? C'est une très bonne question et qu'on se pose tous les jours à la cloche, parce que évidemment notre but quand on présente l'association, c'est de dire qu'on veut construire une société plus inclusive, mais en même temps dans les faits, dans la présentation concrète de nos actions, il y a des choses qui répondent plus de l'urgence, et du coup on est un peu toujours dans cet étau. Et en fait donc nous on a un peu pris le parti de se dire que notre travail c'était une brique dans l'inclusion des personnes sans domicile dans la société d'une manière plus générale. Et du coup l'idée c'est de leur donner, se redonner ce pouvoir d'agir qu'elles vont pouvoir utiliser elles dans leur parcours d'insertion. C'est en général les témoignages et les retours qu'on a des personnes qui finissent aussi par un jour quitter la cloche parce que elles ont retrouvé du travail, donc elles n'ont plus le temps de venir nous voir. Mais souvent elles nous font part du fait que ce côté, cette création de lien social, cette participation qu'elles ont vécue via la cloche, c'est ce qui leur a donné déjà l'envie de créer de nouveaux projets, l'envie de remettre à jour ces papiers. Ça peut être des toutes petites choses mais qui sont un peu une pierre à l'édifice. C'est aussi pour ça qu'on travaille énormément en ce que tu disais tout à l'heure, Victoria, on travaille en lien avec beaucoup d'autres structures parce qu'on sait qu'on est complémentaires et que du coup, tout ce qu'il y a autour de la réinsertion d'une personne dans la société, ça va vraiment être un travail de beaucoup d'acteurs. Et donc, on sait que nous, on se glisse là-dedans, mais je pense que la particularité de la cloche va se jouer un peu aussi sur le long terme, parce que au-delà de participer donc à la réinsertion et en tout cas à l'inclusion des personnes sans domicile, l'idée ça va être aussi de faire remonter leurs besoins et d'être un intermédiaire entre elles et les pouvoirs publics. Maintenant, on a aussi cette volonté de se dire qu'on a acquis assez d'expérience, de témoignages et qu'on porte assez de messages pour pouvoir aller les faire remonter et faire en sorte que les institutions, que ce soit locales ou nationales, puissent prendre des décisions en connaissance de cause, où on peut leur apporter cette expertise et leur dire voilà en fait quels sont les besoins des personnes et voilà comment on pourrait construire des politiques publiques qui soient adaptées et donc viables sur le long terme. C'est un peu ça l'idée, de faire cette passerelle et de pouvoir faire remonter la parole et les besoins des personnes qu'on accompagne. Oui, donc à la personne qui demande si les associations vont suppléer l'État, le remplacer avec moins de moyens, je crois que l'une et l'autre, vous démontrez que ce que vous transformez, c'est à la fois la façon d'agir et puis le type de dialogue, d'échange d'expertise que vous avez avec les administrations, les représentants de l'État. Vous voulez un peu développer? Alors, effectivement, nous, on pourrait pas, déjà, puisque le projet est basé sur l'activation de dépenses passives, donc la réallocation, en fait, déjà, donc d'un point de vue du modèle économique, ça serait pas possible, mais ça n'a jamais été, ça n'a pas vocation à être ça, en fait. Ce qu'il faut tenir compte aussi, c'est que il y a au contraire une volonté de vouloir dialoguer avec l'État. Et je pense que c'est là où on construit dans ce dialogue, qui est très important. Et un exemple très concret, il y a dans la plupart des territoires sur chômeurs qui se développent, il y a des partenariats assez forts avec Pôle emploi. Donc Pôle emploi qui a une tradition institutionnelle assez particulière et une façon et des procédés qui sont propres à sa démarche d'accompagnement, des formations, etc. Eh bien, ce travail partenarial très proche sur les territoires a déjà donné des réflexions à l'intérieur de Pôle emploi pour reformer l'accompagnement quand il s'agit des personnes qui sont en chômage de longue durée. Pôle emploi aussi expérimente. Donc ça, peut-être, on ne les dit pas assez, mais il faudrait les souligner. Peut-être on ne le sait pas, mais effectivement, oui, ils s'expérimentent et ils sont prêts aussi à accompagner les démarches qui vont dans un sens
de l'accueil de personnes, de l'ouverture de portes, des données, des possibilités, etc. Donc là, on s'est retrouvé avec eux sans aucun problème. On a créé des partenariats nationaux avec eux, avec la GFIP, avec l'APF. Donc vous voyez, c'est aussi tout cet environnement institutionnel qui est déjà créé, qui est existant et qui fonctionne. Et c'est de se dire comment est-ce qu'on s'articule. C'est ça la question, et c'est là où je rejoins ce que tu disais tout à l'heure sur la question de on est une pierre à l'édifice, hein, on le substitue pas et on n'a pas vocation à non plus, effectivement. L'association La Cloche et l'association Territoire Zéro Chômeur n'ont pas d'activité prospective identifiée. Je pense que ce qui était intéressant dans les témoignages qu'on vient d'entendre, c'est de montrer en quoi leur façon d'expérimenter et d'innover a une dimension prospective. Parce qu'elle a des effets transformateurs qui ne sont pas nécessairement anticipés. Je reviens sur Territoire Zéro Chômeur. Le postulat de base, celui qui avait posé ATD Carmonde déjà depuis longtemps, c'était de dire les personnes vulnérables, elles sont capables, elles ont des aptitudes. C'est ça qu'il faut mettre en valeur. Et le postulat de l'entreprise à but d'emploi, c'était on va créer de l'emploi à partir de ce que les gens savent faire et pas à partir de ce qu'on leur demande. Au bout de 4 ans, au bout de 5 ans, l'expérience, c'est ce que vous avez dit, c'est-à-dire la constitution de cet environnement à l'échelle territoriale qui permet de réfléchir autrement sur l'emploi. Ça, je crois que ça a une dimension prospective. Et dans la question du domicile, du sans-abrisme, comme on dit dans votre jargon, c'est une autre façon d'aborder la question de la vulnérabilité sociale et des fragilités. Dans les réunions que nous avons eues pour préparer ce livret, j'avais été très frappé par ce paradoxe que ces personnes, on les qualifie de vulnérables, de fragiles, et quand on les écoute parler, on se rend compte que pour survivre dans la rue, il faut une capacité de résilience, il faut une force que beaucoup d'entre nous sont incapables d'imaginer. Donc c'est ce changement de regard, il a une dimension prospective parce qu'il permet de se transformer. Michel, vous avez insisté tout à l'heure sur ce que la dimension prospective pouvait apporter à la transformation des ONG. On va souhaiter que tous ceux qui sont ici et qui font de la prospective ou aiment la prospective s'intéressent aussi aux questions de transformation sociale qui ne sont pas seulement des charges pour la société, mais qui sont porteurs de transformation. Merci à tous de votre attention. On va pouvoir faire une pause avant de passer à la table ronde de la fin de la matinée.